Bienvenue à ce dernier atelier de la journée en compagnie de Fanny Wild que vous avez pu entendre ce matin à la conférence, première avocate algonquine du Québec, et en compagnie d'Alice Dupiel, doctorante, qui va nous faire le plaisir de recontextualiser un petit peu cette problématique afin de mieux comprendre les violences faites aux femmes et les féminicides au Québec. Donc vous allez peut-être nous recontextualiser le sujet, la colonisation et la place de la femme dans ces sociétés amérindiennes. Oui, voilà. Alors, d'abord, excusez-moi, j'ai perdu ma voix aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir parler plus fort que ça. Oui, voilà, moi je suis docteur en littérature comparée et anthropologie spécialiste des Premières Nations, donc ce sera juste pour vous dresser un contexte assez large de la situation des Premières Nations et de la femme autochtone au Canada. Dans un rapport paru à Ottawa en 2011 du comité permanent de la condition féminine intitulé « Un cri dans la nuit, un aperçu de la violence faite aux femmes autochtones », Statistique Canada indique que 24% des femmes autochtones ont déclaré avoir été victimes de violences conjugales en 2004, soit 3 fois plus que le taux enregistré chez les femmes non autochtones, seulement 7%. En outre, elles risquaient beaucoup plus que les femmes non autochtones de faire l'expérience des formes de violence les plus graves pouvant menacer leur vie, comme être battues ou étranglées, être menacées avec une arme à feu ou un couteau, être agressées sexuellement. Selon Statistique Canada toujours, les femmes autochtones risquent également 7 fois plus d'être victimes d'un homicide que les femmes non autochtones au Canada. Les recherches effectuées par l'Association des femmes autochtones du Canada, la FAC, montrent que les femmes et les filles autochtones risquent autant d'être tuées par un étranger ou une connaissance que par un partenaire intime, alors que les homicides de femmes autochtones au Canada sont souvent l'œuvre d'un partenaire intime. Donc ce qu'on voit là, c'est que d'une part, il y a des violences faites aux femmes autochtones dans les communautés et d'autre part, en dehors des communautés, qui sont deux choses différentes. Pourquoi ces violences ? Les explications sont à lire avant tout dans la colonisation du Canada. On pourrait revenir tout d'abord à la place de la femme autochtone dans une période précoloniale. Ce n'étaient pas des sociétés matriarcales ou patriarcales dans un sens eurocentré, à savoir qui dirige l'homme ou la femme, mais plutôt des sociétés matrilinéaires, avec une importance portée sur l'harmonie dans la répartition des rôles au sein des foyers. Traditionnellement, les femmes jouaient un rôle fort et central dans les sociétés autochtones et les séparations familiales étaient rares. Malgré les différences entre les cultures et les traditions selon les nations, la plupart des sociétés autochtones étaient donc matriarcales ou matrilinéaires, c'est-à-dire que les femmes étaient à la tête du ménage, que la descendance était retracée en suivant la lignée maternelle. Les femmes jouaient aussi, et c'est important, un rôle économique essentiel. Leur travail était généralement considéré comme complémentaire à celui des hommes. Elles possédaient le pouvoir, l'exerçaient, contrôlaient la distribution des ressources, en plus d'apporter une contribution majeure à la survie culturelle et physique de leur communauté. Elles étaient également respectées parce qu'elles étaient considérées comme proches de la terre-mère et de la création et comme la base de la nation. Les Iroquoiens, par exemple, qui occupaient par exemple l'actuelle île de Montréal, Toyaké, constituent un exemple de l'importance des femmes dans les sociétés autochtones traditionnelles. Chez ce peuple, les femmes jouent un rôle crucial en ce qui a trait à la détermination du leadership. Elles participaient à la résolution des conflits et aux décisions importantes comme les déclarations de guerre, détenaient l'autorité suprême sur le ménage, avaient le droit de posséder des terres et d'autres biens, et pouvaient divorcer et se remarier. Et d'ailleurs, on remarque que chez les Mohawks actuels, les leaders politiques et militantes sont des femmes. Le titre familial se transférait donc par les femmes, et c'est aussi important de remarquer que même dans les nations qui n'étaient pas matrilinéaires, les femmes possédaient quand même un rôle important. On prend l'exemple des Inuits qui sont situés sur la côte nord du Québec. Chaque bande suit le chasseur, mais comme le chasseur part longtemps, la famille dépend aussi de la petite chasse et de la petite cueillette qui sont pris en charge par la femme. On souligne aussi comme exemple de cette place importante de la femme, la place de la grand-mère, la koukoum, la noukoum dans différentes langues autochtones, et le campement est organisé autour de l'habitation de la grand-mère. Donc ça c'est très rapidement ce qui considère peut-être une organisation précoloniale. Vient ensuite la colonisation qui marque la brisure avec comme premier effet, non pas comme premier effet mais peut-être comme effet le plus important et le plus visible néanmoins de la colonisation, la sédentarisation, la mise en réserve, ce qui génère donc un changement de mode de vie radical. L'homme ne part plus à la chasse,
Donc il y a comme ça une brisure dans la répartition des rôles au sein de la communauté et donc dans l'harmonie. Les autorités coloniales ont imposé leur structure sociale patriarcale, au sens eurocentré cette fois, qui a érodé les valeurs culturelles et les rôles liés au genre chez les autochtones. Dans cette structure imposée, non seulement les peuples autochtones étaient considérés comme faisant partie d'une classe inférieure, mais les femmes autochtones étaient considérées comme appartenant à un genre inférieur au sein de ces classes inférieures. Donc on voit bien comment ça vient briser une organisation sociale très codifiée. Comme autre grand paradigme de la colonisation au Canada, on peut souligner la loi sur les Indiens, intitulée également dans sa première mouture L'acte relatif aux sauvages et adoptée en 1876 au Canada, qui donc règle la vie des nations et des personnes autochtones et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. La discrimination envers les femmes s'est reflétée dans la loi sur les Indiens, qui a remplacé le système matrilinéaire par un patriarcal et augmenté le pouvoir et l'autorité des hommes aux dépens des femmes. Les dispositions concernant le statut des femmes sont en effet particulièrement extrêmes. De façon très concrète, les droits des femmes concernant leur statut, donc leur statut d'indienne, parce que la loi sur les Indiens va notamment décider de qui a un statut d'Indien et qui n'en a pas, qui a donc le droit de vivre dans la réserve et qui n'a pas le droit de vivre dans la réserve. Les statuts des femmes indiennes vont découler entièrement du statut de leur mari. Une non-indienne qui épouse un indien devient elle-même indienne, alors qu'une indienne qui épouse un non-indien perd son statut d'origine. De même que si son mari meurt ou l'abandonne. Donc on voit vraiment comment est-ce qu'en fait d'un coup on a un renversement et tout va dépendre de la figure de l'homme. Avant 1985. Ouais, avant le livre. Les femmes ont livré des batailles devant la tribune. Ça a été une des victoires Michel depuis Odette, 1985, mais effectivement, à vous entendre, Fanny, être femme et autochtone, c'est une double peine. Oui. Quand je l'entends comme ça, c'est à chaque fois je réalise à quel point c'est exactement ça. En tout cas, on comprend bien les raisons finalement, parce que en brisant la structure traditionnelle des communautés, finalement, ça s'est totalement retourné contre les femmes jusqu'à arriver donc, à ce drame, à la fois des violences faites aux femmes et des féminicides. Alors justement, je crois que vous étiez à peu près tous ce matin à la conférence. Peut-être qu'on va essayer, non, pas tous. Peut-être qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on a parlé beaucoup de ça ce matin, mais d'aller un petit peu plus loin sur la commission, puisque Fanny Wild est membre de la commission d'enquête nationale sur les femmes disparues et assassinées. Là, je crois que vous avez entendu plus de 70 familles. À chaque fois, c'était des témoignages extrêmement bouleversants. Et vous allez de révélation en révélation. C'est-à-dire que l'enquête nationale a recueilli plus de 2000 témoignages. Moi, j'ai travaillé avec 70 familles et témoins depuis le début des travaux de l'enquête. Mais c'est sûr qu'il y a des dossiers que je connaissais bien, comme entre autres des dossiers de meurtre. Il y a des dossiers très hautement profilés à travers le Canada, des disparitions. Mais il y a d'autres dossiers que je ne connaissais pas, qui m'ont été révélés suite au passage de l'enquête à travers le pays, entre autres la disparition de bébés autochtones au Québec. Et puis, comme on le disait, de la stérilisation forcée aussi des femmes. En Ontario. Oui. Alors là, en ce moment, j'allais dire depuis déjà quelques années, surtout avec la commission sur les pensionnats, la parole s'est libérée, ça fait la une de l'actualité quasiment toutes les semaines. Vous attendez à d'autres révélations et comment réagit le gouvernement canadien en dehors de donner de l'argent en guise de réparation? C'est quoi la question? Est-ce que vous attendez à d'autres révélations? Au point où je suis rendue en tant que juriste, en tant qu'autochtone, je ne serais pas surpris d'apprendre d'autres révélations, d'autres tragédies, d'autres choses. Mais je pense pas que, moi en tout cas, c'est pas la première fois qu'il y a une enquête, qu'il y a une commission d'enquête au Canada. Le Canada a quand même créé la commission d'enquête royale sur les peuples autochtones. Il y a eu la commission Vérité et Réconciliation qui a recommandé la création de cette commission dans laquelle je travaille. Et le Canada sait ce qu'il a à faire,
sait ce qu'il doit faire. Il y a des tas de rapports, des recommandations, des suggestions, des mesures à faire et il refuse encore à l'heure actuelle de le faire. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour moi de demeurer optimiste parce qu'à l'heure actuelle, le Canada fait très peu pour ses premiers peuples. Mais j'espère que ce rapport final ne traînera pas sur la tablette pour accumuler de la poussière, mais que ça va réellement faire une différence dans notre vie au quotidien. Alors, le Premier ministre a présenté il y a quelques années ses excuses. Lors de la commission autour des pensionnats, il y a eu des réparations, donc des indemnisations. Vous attendez quoi de cette commission, sachant qu'effectivement, ce ne sont que des recommandations? Mes attentes, à tout le moins, de la part du gouvernement, comme je l'expliquais, j'espère qu'enfin il va cesser de demeurer dans cette espèce d'inaction et qu'il va passer à l'action et mettre en œuvre de façon réelle, honnête, avec les meilleures intentions, les mesures qui seront proposées. Et j'espère que la population canadienne sera enfin éduquer, sensibiliser à tout ce qui touche aux Autochtones, parce qu'encore à l'heure actuelle, j'ai des confrères, des consoeurs, avocats, des académiciens qui n'ont aucune idée qu'il y a une enquête nationale qui est en cours d'instance au Canada. Et qui sont d'ailleurs, vous me disiez, totalement indifférents. Oui, plusieurs sont indifférents, oui. Alors, sans dévoiler les résultats, bien sûr, de cette commission, puisque ce sera rendu en avril 2019, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà peut-être nous parler de quelques propositions que vous allez faire? C'est sûr que moi, ce n'est pas mon rôle d'apporter des recommandations, c'est vraiment le rôle des commissaires, donc je laisse ça à eux. Je ne peux pas parler pour eux parce qu'ils parleront lorsqu'ils déposeront leur rapport, mais plusieurs familles, plusieurs experts ont apporté eux-mêmes leurs recommandations. Puis, on peut voir aussi, il y a des choses qui ont déjà été suggérées dans le rapport intérimaire qui a été déposé l'année dernière. Donc, voilà. Ça serait quoi vos recommandations à vous? Moi, je pense que de façon globale, si on veut, le Canada doit absolument offrir et remettre à niveau les Autochtones au même pied d'égalité que le reste de ses citoyens canadiens. Parce qu'il faut rappeler qu'actuellement, il y a encore des communautés en date de ce jour qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas d'électricité, qui vivent dans des conditions du tiers-monde alors qu'on est dans un pays industrialisé et qui se vantent sur la scène internationale d'être un précurseur des droits humains et des droits et libertés, alors qu'à l'intérieur, il n'est pas foutu de traiter ces premiers peuples dans un minimum d'accessibilité à des droits que tout citoyen canadien devrait avoir. Ça vient d'un rappeur et artiste assez connu, parlait même d'un système... Ça vient de ma communauté, ça vient de chez moi. Depuis Kogan. Oui. Il parlait d'un système d'apartheid. Oui, absolument. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de dire les vraies choses. Et moi, je suis rendue à un point où je ne flatterai plus le Canada dans le sens du poil. Et je vais dire les vraies choses et je vais dire ce qui se passe en réalité. Je profite de chaque plateforme que j'ai pour dénoncer le traitement que le Canada réserve à ses Premières Nations. Et aux femmes. Et aux femmes autochtones, oui. Aux femmes en particulier. Oui. Il y a les Autochtones qui sont discriminés, mais encore plus l'effet pervers de ça, c'est que la femme est 2 fois plus discriminée. Et puis on retrouve souvent des communautés autochtones qui occupent un territoire depuis des millénaires. Et juste à côté, il y a un gisement de diamants. Puis la communauté vit dans des conditions de tiers-monde. Et je pense que le Canada devrait avoir honte de ça. Alors, par rapport aux femmes autochtones, on l'a un peu évoqué ce matin lors de la conférence, bien évidemment, vous l'avez dit précédemment, ça passe par une reconnaissance du statut des autochtones, mais aussi une reconnaissance du statut de la femme autochtone et la femme amérindienne dans sa communauté, qu'elle retrouve enfin sa place. Mais quand on retourne à nos traditions, à nos coutumes ancestrales, ça se fait de façon presque automatique. La femme a une place très valorisée parce que notamment, justement,
ça a bien été exposé. La gestion du foyer, la gestion de la famille appartenait à la femme parce que nos hommes étaient partis en territoire pour faire les grandes chasses. Toute la transmission de la culture, tous nos bijoux, c'est toute la femme qui confectionnait ça, tous les habits. Ma grand-mère, qui vivait encore un mode de vie nomade jusqu'à l'arrivée des pensionnats, ben, elle était très valorisée là, par son mari, par la famille. Donc, quand on retourne aux sources, instantanément, on remet la femme dans cette place qui est valorisée, qui est très prisée. Les cérémonies, il y a plusieurs cérémonies qui ne se font pas sans la femme. Donc, la femme, elle a sa place dans nos traditions, dans nos coutumes. Et voilà, tout ça a été déconstruit. Mais quand on retourne aux sources, ben, elle se fait de façon naturelle. Mais encore, dans nos communautés, c'est quand même difficile quand on a une femme leader, quand on a une femme qui siège, qui occupe un siège en politique. À cause de tout, à cause du phénomène de la violence latérale, que l'oppressé est devenu l'oppresseur à son tour, ben, nos femmes politiques vont subir de la violence latérale aussi. C'est difficile. Nos hommes aussi ils résistent là, à nous laisser une place. Et petit à petit, hein, oui. Quand même de plus en plus. Oui, de plus en plus. Ouais. Et puis on en parlait ce matin, c'est peut-être aussi un retour à une autre manière d'agir, de fonctionner, de régler aussi les problèmes. Tout à fait. Ce système de justice qui était pratiqué. Mais je partage la position que Farah a mentionnée ce matin. Je pense, oui, je suis tout à fait d'accord pour la justice réparatrice alternative, mais je pense que on tente tellement de régler tellement vite la question autochtone, vite, on doit faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas le temps d'étudier vraiment les effets, qu'est-ce que ça fait, est-ce que, bon, puis les femmes, qu'est-ce qu'elles en pensent, t'sais? Parce que, bon, à travers les divers témoignages de l'enquête nationale, il y a des femmes qui aiment bien les cercles de justice, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut faire attention. Ça serait bien de prendre le temps d'étudier la question convenablement avant de l'installer de façon massive. Voilà, rapidement. Qu'en est-il des viols des enfants dans les pensionnats? Ah. Mais encore, c'est quoi votre question? Les pensionnats sont fermés. Les pensionnats sont fermés depuis 1998. Ah non, il y a encore des enfants qui sont dans les écoles religieuses au Québec, chez les Inuits, et qui subissent encore de nos jours des violences sexuelles. Les pensionnats qui existent encore, en tout cas à Pointe-Bleue, sont gérés maintenant par les communautés autochtones. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Non. Ça, c'est ce qu'on nous raconte, mais c'est pas vrai. Non, les pensionnats, le dernier était, moi la date que j'avais, c'était 94, justement. Ouais, Pointe-Bleue, c'était... Puisque notamment il y a eu cette commission d'enquête. Et certains pensionnats sont aujourd'hui encore des écoles, mais elles sont gérées par les communautés autochtones. Mais... Je crois pas, en tout cas pas chez les Inuits, et je tiens l'information de Mouchoum, qui est un homme médecin des États Inuits. Il dit que même à notre époque, les enfants sont régulièrement violés dans les pensionnats religieux, tenus par des curés. Et ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et il n'y a pas d'école autochtone. C'est ce qu'il nous dit de maintenant. Fanny, vous êtes au courant de... Je suis désolée, mais je ne suis pas au courant. J'ai à peu près les mêmes dates. C'est dans quelle communauté? Inuit. Mais vous parlez d'un Mouchoum qui habite aux États-Unis, qui est au courant. Les Inuits habitent au nord du Canada, ils n'habitent pas aux États-Unis. Donc peut-être au nord du Canada. Oui, mais le Mouchoum auquel vous faites référence, vous dites qu'il vient des États-Unis? Non, il vient du Québec. Il vient du Québec? Des communautés Inuits. Ils donnent des enseignements en France régulièrement. Écoutez, on se renseignera et on vous fera part de notre réponse. Ce qui est sûr, c'est que... Ce qui est sûr, c'est, Fanny l'expliquait très très bien ce matin, les pensionnats qui ont duré très très longtemps ont engendré tout un tas de blessures intergénérationnelles. Ça continue. Nous allons... Au nord du Québec, ça continue. C'est actuel.
vérifier. À vérifier. Oui, à vérifier. À vérifier. À vérifier. On va peut-être entendre une autre question, oui. Oui, moi j'ai 3 questions exactement. Déjà, je voulais savoir si ça a été facile pour vous de devenir avocate. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous considérez comme un rôle modèle pour d'autres jeunes femmes autochtones? Et enfin, quel a été le premier cas que vous avez dû défendre en tant qu'avocate? Oh mon Dieu, je vais te prendre des notes. Les 3 questions, ça fait beaucoup. Ensuite, 2, c'est quoi? Quel était le premier cas? Est-ce que ça a été difficile de devenir avocate et quel a été le premier cas? Ok. Est-ce que ça a été difficile pour moi de devenir avocat? L'accessibilité au système d'éducation, tout ça, ça n'a pas été difficile. J'ai passé par le système normal de tout Canadien, tout Québécois. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que, bon, j'ai pas échappé, moi non plus, là, à toutes les statistiques là, dont on parle. Moi aussi, j'ai été agressée sexuellement de mes 4 ans jusqu'à mes 12 ans. J'ai grandi dans un environnement dysfonctionnel où à peu près toutes les fins de semaine, ça buvait du vendredi au dimanche à la maison, vous comprenez? Ma mère était violentée au quotidien. Donc, tout ça fait en sorte que, oui, c'est plus difficile de se sortir de cette espèce de cycle de violence-là pour quitter la communauté, déménager à Montréal à plus de 600 km, de se retrouver seul, alors qu'on est très, très profondément attaché à notre communauté. Donc, il y a eu des difficultés en ce sens-là. Donc, de se défaire de cycle de la violence, de prendre le temps de se guérir, d'avoir confiance en soi, d'avoir... de partir avec les meilleures chances. Non, j'ai pas eu les meilleures chances là, pour y arriver, mais oui, j'y suis parvenue quand même. Il n'y avait pas beaucoup d'autochtones quand même, qui faisaient des études à ce niveau-là. Non, moi, j'avais jamais vu ça. Moi, j'ai grandi avec dans la tête que c'était pas possible pour un autochtone d'atteindre des grandes carrières, d'être avocat. Je me rappelle, c'est Stanley Volant, docteur Stanley Volant, le premier chirurgien autochtone qui est venu dans ma communauté, j'avais 15 ans, et qui est venu rencontrer les jeunes et qui a exposé son témoignage. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit « Ah, c'est possible, je peux, moi aussi, si je veux devenir avocat. » Donc, forcément, en devenant le premier avocat de toute la nation algonquine au Québec, c'est sûr que je suis devenue un modèle. Par contre, mon message, parce que quand j'ai été assermentée à titre d'avocat, j'ai donné plusieurs conférences dans les communautés autochtones, je leur dis toujours aux jeunes, ne pensez pas que je suis un génie ici. Ce que j'ai fait est accessible à tous et chacun de vous, surtout que je viens du même milieu que vous. J'ai probablement vécu les mêmes choses que vous avez vécues ou que vous vivez encore. Donc, ne pensez pas que je suis née sous une étoile particulière. Ce que j'ai fait, vous êtes capable de le faire. Donc, et j'en vois. Il y a entre autres une jeune fille qui est venue me parler suite à une conférence et elle est au barreau actuellement. Donc, je vois les résultats là, de ces conférences-là, à quel point ça motive la jeunesse. Le premier procès que j'ai fait, j'étais procureure de la couronne, donc dans le système de justice pénale et criminelle. Puis le premier procès que j'ai fait, c'est pour un vol de moto, qu'un individu avait volé une moto. Donc c'était un simple méfait là, pour voler. C'est le premier dossier que j'ai fait. Oui, madame. Vous avez parlé des limitations. D'abord, merci d'être là. Vous avez parlé des limitations, des limites, ou du moins d'un appel à la prudence avec les systèmes de justice traditionnels. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail quels sont les éléments qui, par rapport à la femme notamment, vous posent question dans ces systèmes-là et vous ont fait dire qu'il fallait être prudente? En fait, c'est beaucoup les victimes. C'est à la suite là, du recueil de plusieurs témoignages de l'enquête nationale que j'en viens à me dire qu'il faudrait être prudent. Mais déjà, je pense qu'on l'est déjà un peu là, avec les cercles de justice qui existent à travers le Nunavik, qui est le Grand Nord du Québec, au sein de la Nation Cri. On ne traite pas de toutes les infractions au sein des cercles de justice. Par exemple, le meurtre, on ne traite pas ça. Les agressions sexuelles, on ne traite pas ça non plus. On va traiter des infractions, des voies de fait, des méfaits,
des infractions dites moins graves, si on veut, mais il est bien évident que ma prudence, moi, c'est que oui, je crois à la justice réparatrice et alternative, mais je pense qu'aussi il y a des individus qui méritent d'être derrière les barreaux, qui constituent des réels dangers là, pour nos femmes et nos filles. De là ma prudence. Merci beaucoup d'être ici. En fait, j'aurais une question par rapport à tous les mouvements de résistance en cours actuellement au Canada, enfin notamment à propos de la construction de l'oléoduc Line 3 et en territoire Sepembec aussi par Trans Mountain de Kinder Morgan, tout ça. Et je me demandais si en tant qu'avocate algonquine, vous ne voyez pas une recrudescence de la criminalisation des acteurs de la résistance autochtone sur le terrain et a fortiori des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes sur le terrain, enfin, on pense à Canaïus Manuel, enfin moi j'étais à Standing Rock. Donc. Une augmentation. OK, s'il y a une augmentation. De la criminalisation, enfin, parce qu'il y a plein de femmes autochtones qui se sont fait arrêter. Mais ce qu'on sait actuellement, c'est que bon, le milieu carcéral regorge des Autochtones. Dans certains milieux, on occupe 80% du milieu carcéral. Hommes. Mais femmes aussi, on est hautement criminalisées, on est hautement incarcérées. Ça date pas d'hier. Puis, vous me parlez de ce phénomène-là. Est-ce que ça l'augmente? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Je ne le sais pas. Je ne veux pas parler en ne sachant pas. Mais ce que je trouve important, c'est que moi, j'avais recommandé de faire un portrait de la criminalité. C'est important. De faire un réel portrait, de prendre une photographie de qu'est-ce qui se passe, de quel type d'infraction est majoritairement commise par les Autochtones, pour savoir justement quelles mesures appliquer, quel programme appliquer. Mais c'est très, très, très difficile parce que, voyez-vous, comme au Québec, faire un portrait de la criminalité, moi j'ai tenté de le faire et c'est presque impossible d'y arriver parce que nos corps policiers n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas la même technologie qu'un poste de police dans une municipalité non autochtone et la Sûreté du Québec, entre autres. C'est-à-dire, je comprends pas. être plus précise. Mais il y a moins de monde, il y a moins de technologie, moins de moyens, moins de monde. C'est ça. Par exemple, la Sûreté du Québec, dès que quelqu'un commet une infraction, ils ont une espèce de système de base de données que les Autochtones n'ont pas. Les Autochtones, les policiers travaillent encore avec du papier dans la technologie des années 70. Donc, c'est impossible ou à peu près pas possible de faire un portrait de la criminalité juste pour le Québec. Alors, je ne vous ai même pas parlé pour le reste du pays. Ouais, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu rapidement cette justice alternative, en fait? Comment elle marche, en fait? Pour le Québec, je vais parler pour le Québec parce que je n'ai pas pratiqué pour le reste du pays, mais c'est qu'au Québec, comme je l'expliquais, au Nunavik, ils ont un cercle de justice, chaque communauté inuit et les communautés aussi de la Nation Cree. Donc, actuellement, ils agissent beaucoup plus comme cercle de détermination de la peine. Donc, quand un accusé plaide coupable ou se retrouve coupable, ben, la couronne et la défense vont instruire le juge ou le juge de lui-même va demander au cercle de justice de lui proposer une sentence. Et le juge fait le choix de suivre ou non la recommandation qui est faite par le cercle de justice. Donc ça, c'est de la justice... Oui, c'est en deux temps. Oui. Enfin, il y a un aller-retour, en fait. Ouais. Et par exemple, parce que ça c'est intéressant, le type de sentence, ça peut être quoi? Le type de sentence que j'ai souvent vu, c'est qu'au lieu que l'individu aille servir une peine de 3 mois en prison, va aller dans un camp de guérison en forêt où il va justement reconnecter avec ses traditions, ses coutumes, sa spiritualité. Donc, on soigne véritablement l'accusé. Et ça a quand même du succès. En tout cas, on les revoit beaucoup moins à la cour que les individus qui passent par le système carcéral ordinaire, que eux, on les revoit, là, on les connaît par cœur. Moins de récidive. Oui. Peut-être d'autres questions? Et une question par rapport à comment ça se passe du coup quand ils repartent justement dans l'environnement et
comment ça se passe le moment où ils se réparent, comment ça se passe avec des personnes, comment ça se passe exactement Vous parlez de qui? Juste ce que vous avez dit en fait par rapport à... Quand il va dans un camp. Le camp de guérison. Parce que j'aurais voulu avoir des précisions justement. Parce que apparemment ça marche quand bien. Quand il revient, là, malheureusement, moi j'ai pas le après, là, c'est très difficile. Là. Mais pendant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec l'ancien? Est-ce qu'il y a des séances, des rituels? Probablement, mais comme je vous dis, j'ai pas la précision, ça c'est un autre domaine, c'est un autre champ de compétences, mais j'ai des idées générales de ce qu'est ce camp-là. Mais c'est sûr que bon, ils vont à la chasse, ils réapprennent le rôle ancestral de l'homme autochtone, ce qu'il avait, ce qu'il faisait, ce qu'il apportait au foyer. En tout cas, Madeleine Basile, qui, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a été victime des pensionnats et elle a ouvert il y a quelques années un espace en forêt où justement elle propose à la fois aux familles qui subissent des blessures intergénérationnelles ou des violences, ce type, alors tout à fait en dehors de la justice, mais ce type entre guillemets de guérison, et donc les familles peuvent rester une petite semaine et effectivement ils vont à la chasse, il y a des rencontres avec les anciens, on repratique certains rituels, il y a vraiment une reconnexion avec à la fois le territoire, l'environnement, mais aussi leur culture et leur identité propre. Oui. Bonjour. Comme là pour parler des femmes, donc les agresseurs ils vont en forêt, c'est très bien, mais alors la prise en charge des victimes, comment ça se passe? Les femmes qui subissent les violences, comment on les prend en charge? Est-ce que le procès il se fait par la justice de la communauté autochtone ou par la justice Non, là vous devez comprendre, là, au Canada, là, au Québec, là, c'est le système de justice normal qui s'applique là. On n'est pas encore rendu à l'ère où il y a des tribunaux autochtones à part du système de justice. C'est le système de justice qui est en place canadien. Donc la femme va passer à travers ce système-là et c'est vraiment au moment de détermination de la peine qu'il y a un cercle de justice qui est là pour proposer une peine à l'accusé. Mais actuellement, il n'y a pas de tribunaux autochtones, pas au Québec. Dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, il y en a. Mais au Québec, c'est encore très, très jeune. Il n'y a pas de tribunaux autochtones qui vont traiter dans un système complètement alternatif au système de justice canadien. Et comment la victime est prise en charge, du coup? Actuellement, il n'y a pas grand-chose pour la victime. Donc l'agresseur s'en sort mieux que la victime, en fait? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas qu'il s'en sort mieux que la victime, mais la victime, elle va bénéficier ou elle va se servir des programmes qui sont instaurés déjà, qui existent déjà au Québec. Par exemple, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Des choses comme ça. Alors on pourrait peut-être parler un tout petit peu des révélations de Val d'Or pour montrer combien il est difficile quand on est victime déjà d'aller porter plainte. Puisqu'il y a aussi tout un scandale à propos de ces policiers qui systématiquement violentaient sexuellement les femmes autochtones. Et finalement, elles ont réussi à parler, mais ce qui veut dire que c'est très difficile aussi quand on est, Fanny le disait très très bien ce matin, quand on est femme autochtone, victime, déjà d'être considéré comme un être à part entière et donc d'aller frapper à la porte de la police quand en plus, et ça peut arriver, des policiers abusent de vous. Donc c'est tout un cercle aussi dont il faut arriver à sortir. Oui. Et est-ce que les chances envers, par exemple, oui, voilà, les jeunes filles, les adolescentes, quand elles sont à l'école ou quand elles vont rentrer, je sais pas, dans les études supérieures, après je connais pas trop le fonctionnement, mais est-ce qu'il y a plus de chances, plus de possibilités, moins de répression, je sais pas, d'harcèlement à l'école, par rapport à cette émergence en fait de ce problème, voilà, de la répression en général des femmes autochtones?
est-ce qu'il y a moins d'oppression en fait à l'heure actuelle? Ou c'est toujours la même chose qu'il y a 10 ans? Moi, je pense que c'est toujours la même chose. Oui. Il n'y a pas vraiment de changement à ce niveau-là. Même si on en parle plus, pour qu'on connaît Ben, c'est parce que on en parle plus à l'extérieur du Canada. Nous, les Autochtones, on en parle plus, mais chez nous, au Canada, comme je vous dis, le voisin ne sait même pas qu'il y a une enquête nationale en cours. Il y a un désintérêt total envers les Premières Nations. Et moi, je viens ici, je viens à Paris, en France, ou même j'ai des amis européens ou au Canada qui s'intéressent beaucoup plus à mon peuple, qui est mes voisins canadiens, là où je vis. Donc, c'est vraiment une impression qu'on a. Mais chez nous, on crie et on hurle les mêmes choses depuis des décennies, là, tu sais. Puis on se retrouve devant un peuple qui se fait carrément ça au Canada. Parce que l'État vous aide pas par rapport à ça pour faire des campagnes justement, ou je sais pas, sur Internet, donner de l'information pour... Mais je pense que oui, ils prennent certaines actions, ils prennent certaines mesures, ils ont quand même créé cette enquête nationale-là, n'est-ce pas? Mais je pense qu'ils ont les outils, ils ont les connaissances pour faire beaucoup plus, pour réellement réparer, et ils refusent de le faire. Et pourquoi? Il faut leur poser la question. Non, mais c'est ça votre hypothèse. C'est posé autrement C'est des... l'État colonial. C'est le Canada est un État colonial. Est-ce qu'il y a des élus autochtones dans le Parlement canadien? Oui, il y a par exemple Roméo Saganache, qui est de la Nation Cri, qui est député NPD, qui est à la Chambre des communes à Ottawa. Il propose quelque chose? Oui, souvent. Mais comme dans un de ses derniers discours très, très populaires, qui a tourné en boucle dans les médias, il a carrément dit à Justin Trudeau qu'il s'en foutait des Premières Nations. Donc, parce que la parole est assez libre quand même. Est-ce que Trudeau a répondu? Je ne pense pas. Mais ils répondent jamais. Alors, on dit souvent que finalement le gouvernement crée ses commissions et puis après verse des indemnités, mais pour s'acheter une bonne conscience et continue sa politique discriminatoire vis-à-vis des autochtones. Vous avez ce sentiment-là. Et certains disent que ça ne suffit pas, certains autochtones disent que ça ne suffit pas de recevoir de l'argent. Ben, moi, j'ai l'impression vraiment que, bon, on a juste à observer comme les 3 grandes dernières commissions. Nos recommandations se ressemblent, se recoupent, mais le Canada refuse de faire ce qu'il a à faire. Je crois qu'il est capable de faire beaucoup mieux. On est quand même dans un pays industrialisé où il est précurseur des droits humains. Il sait ce qu'il doit faire, puis il refuse de le faire. Donc, c'était quoi déjà la question? Excuse-moi. Finalement, il s'achète une bonne conscience. Moi, je pense que oui. Continuer sa politique discriminatoire. Oui, puis justement... c'est une expression québécoise, mais je pense que dans cette checklist, le fait de créer cette enquête nationale-là et de l'avoir mis sur pied, va calmer sa conscience. Puis est-ce qu'il a vraiment les intentions de mettre en place les recommandations? On verra, on va le voir. Mais nous, on ne lâchera pas le bâton. Moi, après ce mandat-là, je vais réenfiler mes mocassins de revendicateurs, ça c'est sûr et certain, et je vais surveiller ce que le Canada fait, ça c'est sûr. C'est sûr que d'être impliqué à ce point dans cette commission-là, à la fin du mandat en avril 2019, vous avez envie de faire plus, de vous engager personnellement, peut-être sur un plan aussi international, pourquoi pas des recours. Mais c'est sûr qu'on est en train de songer même les recommandations qui venaient d'experts, d'académiciens qui sont venus partager l'enquête nationale, de rappeler à l'ordre le Canada par des outils internationaux, ce serait peut-être une avenue envisageable. Et pour rebondir sur la question d'Anne Passeur, est-ce que parmi donc ces outils internationaux, vous auriez pensé à réutiliser la Déclaration sur les droits des peuples autochtones qui avait été adoptée en 2007? C'est sûr qu'on leur rappelle au Canada, on leur rappelle qu'ils l'ont signée, mais ils refusent de la mettre en œuvre à l'interne. Mais
Et on attend toujours la France ne l'a pas signé. Ouais. Donc, mais oui, des experts sont venus se prononcer, notamment à Calgary il y a 2 semaines, et qui nous disaient, qui recommandaient au commissaire, en fait, d'utiliser les outils internationaux. Oui. Je sais que vous est-ce que vous êtes sollicité justement des fois pour être une porte-parole, notamment un documentaire fait par du coup des réalisatrices, des artistes autochtones. Et également, parce que vous connaissez en fait, parce que là, je crois qu'il y a 15 jours, j'ai vu des courts-métrages qui ont été donc faits par des femmes autochtones et des artistes aussi, notamment ces robes rouges qui étaient pendues aux arbres, donc avec le nombre de femmes qui avaient disparu. Et voilà, donc la première question, c'est si vous étiez sollicité des fois justement. Et autrement, donc déjà cette question, ça me revient pour l'autre, pardon. Sollicité pour faire partie de documentaire? Voilà, pour être une porte-parole. La deuxième question, est-ce que vous avez des regroupements avec plusieurs communautés, c'est-à-dire avec plusieurs nations, et vous, par exemple, pour aller manifester, c'est sûr qu'au Québec, il y a Femmes autochtones du Québec, qui est comme une organisation qui est porte-parole de la cause des femmes autochtones. Il y a l'équivalent national, Femmes autochtones du Canada. Il y a également nos regroupements politiques, là, la PNQL, l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, le corollaire au national. Donc oui, on a des regroupements, des organisations nationales, provinciales, territoriales, tribaux aussi, parce que par tribu aussi, c'est important, on a des revendications particulières. Donc oui, ça existe. Puis oui, des fois, ça arrive qu'on me demande de faire l'objet de documentaires, mais porte-parole de quelque chose, non, pas encore. Parce qu'ils savent que je suis avocate. Donc ils savent que c'est délicat. Je fasse attention des fois à certaines choses. Ouais. Est-ce que vous trouvez que ces regroupements dont vous parlez, au niveau national, régional, ils ont un poids, ou est-ce que c'est juste pour faire comme si? Ou est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment un poids? Est-ce que le Canada écoute les revendications de ces regroupements? Est-ce que vous avez déjà dit que vous pensiez que le Canada ne faisait pas grand-chose, est-ce que vous pensez que ça a un poids quand même? Mais je pense un peu des deux. Je pense que oui, des fois, on obtient des résultats. D'autres fois, ils livrent des batailles, les mêmes batailles depuis 40 ans. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une volonté qui est mentante d'une autre partie. Mais vous savez, dans la loi sur les Indiens, avant, c'était interdit de se regrouper, de former des organes politiques. Donc, que ces organes-là existent, je crois qu'elles ont leur raison d'être. Ils sont utiles, on obtient certains résultats, mais ça avance très, très, très tranquillement. Des fois, j'ai l'impression qu'on stagne, mais pour éviter de tomber dans le pessimisme, je me dis, non, Fanny, on fait des pas de bébé, mais très certainement, on avance. Comme aujourd'hui, d'être ici, de partager une plateforme avec d'autres femmes à travers d'autres continents, c'est quelque chose qui ne se serait pas vu il y a quelques décennies derrière. Donc, je garde quand même bon espoir, même si mon discours est très pessimiste, mais c'est parce que je suis pessimiste. C'est parce qu'à un moment donné, après X années, ça fait juste 10 ans que je pratique. Imagine des grands guerriers avant moi là, qui ont livré la bataille depuis combien de décennies. Déjà, en 10 ans, vous avez livré pas mal de batailles. Oui. Merci. Peut-être les dernières questions. Est-ce qu'il y a du racisme? Oui. Oui. J'ai pas peur de le dire qu'au Canada, le Canada est un pays raciste envers ses Premières Nations. Est-ce que une dernière question. Est-ce que vous comment dire, parce que là justement il y a plusieurs femmes qui ont parlé, et est-ce que vous avez de la communication avec des personnes amérindiennes ou amérindiens qui sont aux États-Unis ou en Amérique latine ou en Australie aussi, pour justement voir qu'est-ce qui a été avancé dans certains pays, et puis voir qu'est-ce qui serait possible de faire dans son propre pays, en fait. Voir d'autres points de vue. Comme là, vous avez l'occasion de parler. En fait, mais justement, il y a des organisations comme Femmes autochtones du Québec qui, justement,
voyagent beaucoup et qui font beaucoup de réseautage à travers l'international pour voir ce qui se fait, les histoires de succès, ce partage-là. Femmes autochtones du Québec le font beaucoup, Femmes autochtones du Canada aussi. Toutes nos organisations autochtones régionales le font beaucoup. C'est un peu l'objectif aussi de ce site, de cette plateforme et de ces ateliers, c'est de se faire rencontrer justement des femmes de pays différents. Et c'était assez remarquable de constater qu'au bout de 10 minutes de conversation entre Farah Kayar, Kanak de Nouvelle-Calédonie, et Fanny Wild, algonquine du Québec, et c'était comme si elles s'étaient quittées la veille et qu'elles avaient énormément de points communs, bien sûr dans leur culture, mais aussi dans leur manière d'être et de penser. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous et qu'est-ce que ça apporte à votre cause de venir nous en parler? Moi, je pense que ce que les gens peuvent faire pour nous, c'est surtout de s'informer le plus possible, de s'éduquer sur notre histoire et surtout je pense que les changements aussi de société peuvent se faire comme de bas en haut et de transmettre notre réalité, tout ce que vous apprenez sur nous de bouche à oreille. Je pense que ça peut mettre une pression un jour sur le Canada d'agir. Et moi, de venir ici, ce que ça apporte, mais c'est que peut-être que ça change un peu votre vision de ce beau grand pays qu'est le Canada. Mais moi, je trouve que ce que vous dites, ça existe en France par rapport aux gens les plus démunis. On a la même chose, sauf que c'est moins de quand même. Oui. Peut-être une dernière question avant de conclure. Vous dites qu'on peut s'informer, etc. Est-ce que par exemple les collectifs comme Femmes autochtones du Québec ou là acceptent que des femmes non autochtones ou des personnes non autochtones viennent militer avec eux pour eux en tant qu'alliés? Ça m'intéresse énormément. Ouais. Ils sont vraiment tout le temps les bras ouverts et elles-mêmes se joignent à des causes de femmes non autochtones. Ok, super. Merci. On se rejoint l'année prochaine pour faire une grosse manif. Oui. On va mettre des robes rouges, on va faire une manif en robe rouge. Les bleus, c'est les couleurs. Non, Merci encore à tous. Merci à vous. Voilà.